On va donc pouvoir commencer. Merci à tout le monde d'être venu ce midi pour assister à l'événement. Euh, Avant de commencer, on va poser quelques questions. Est-ce que vous avez faim? L'événement, la présentation devrait durer à peu près 45 minutes. Après, on pourra manger tranquillement. Mais du coup, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à boire en attendant, à vous servir. Et je me demandais également, parmi vous, qui a l'habitude de faire de l'Angular? Est-ce que vous pouvez lever la main un peu pour voir? Ok, donc une bonne partie de la semblait, mais loin d'être tout le monde. Et est-ce que parmi ceux qui font de l'Angular, c'est de l'Angular récent, donc on va dire version 14 et au-dessus? Est-ce que vous pouvez lever la main? À peu près les mêmes personnes. Parmi ceux qui font pas d'Angular, est-ce que vous êtes quand même familier avec le front, le JS et les frameworks, ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont totalement autre chose, donc du bac? Ok. Bah, j'espère pas trop vous perdre du coup. Si jamais il y a des choses qui vraiment sont bloquants, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions pour qu'on détaille un petit peu le sujet si c'est pas assez clair. Mais sinon, pour ce qui est plus question de détail, je vous propose qu'on en discute à la fin pour que ceux qui ont faim n'attendent pas trop longtemps. Et bah, éventuellement, on pourra en discuter autour du buffet. Très bien. Du coup, on va commencer ensemble pour explorer les deux nouvelles futures fonctionnalités qui ont été annoncées par Angular, donc à savoir les signaux et flux de contrôle. Pour commencer, on va faire un rapide rappel sur la détection de changement, pour savoir ce que c'est et comprendre ce qui a amené le reste. Donc, le sujet de détection de changement, qu'est-ce que c'est? C'est vrai dans Angular, mais aussi dans la plupart des frameworks front actuellement. C'est ce qui permet en fait d'avoir notre application, elle a des états, elle a des variables, et bah, lorsqu'on change ces variables-là, ça va être de mettre à jour notre DOM pour que notre écran reflète bien l'état de notre application. Comme on fait plus de salut, on vient de commencer, t'inquiète pas. Comme on ne fait plus en général du JavaScript et des mises à jour manuelles du DOM, et ben c'est notre application qui va s'en charger pour nous. Donc pour ça, on a deux sujets qui sont bien distincts. On a dans un premier temps la détection de changement, donc savoir s'il y a quelque chose qui a peut-être changé dans notre application. Est-ce qu'on a une variable qui s'est mise à jour quelque part? Et ensuite, une fois que notre détection de changement se lance, il va falloir qu'on détermine qu'est-ce qui a changé précisément pour savoir quoi mettre à jour dans notre DOM. Donc ça, Angular le fait avec Zone.js. C'est quelque chose qui a été créé par l'équipe d'Angular. Ça peut fonctionner en dehors d'Angular, il n'y a pas de souci. C'est une librairie qui est agnostique. Et elle a un concept qui est assez simple. Donc, elle a des zones. C'est un contexte d'exécution JavaScript dans lequel, en fait, toutes les API du DOM, donc notamment tout ce qui est méthode asynchrone, gestion d'événements, etc., va être patché pour que du code soit exécuté juste après. Et notamment, dans le cadre d'Angular, bah, ça va déclencher la détection de changement. Donc, à chaque fois qu'il y a un clic, une requête HTTP qui se termine, un set timeout ou quoi que ce soit, on va avoir notre détection de changement qui se déclenche. Donc, qu'est-ce que c'est la détection de changement? Ça se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, on va avoir l'ensemble de nos composants, donc du composant racine de notre application jusqu'aux plus petits composants qui vont être tous parcourus de haut en bas. Pour chacun de ces composants, on a nos lifecycles qui sont exécutés quand ils sont pertinents. Et dans les templates, on a donc, on utilise en général un certain nombre de variables pour que notre application affiche des choses de manière réactive. Pour chacune de ces variables, on va avoir une comparaison sur la valeur précédente et la nouvelle valeur pour voir s'il y a une différence. Et s'il y a une différence, c'est qu'il y a un changement dans ce composant-là et que du coup, il faut le re-rendre. Donc ça constitue tout ce qui est détection de changement. Le but initial de Zone.js, c'était suite à AngularJS où la détection de changement était assez ardue, un peu compliquée, avoir quelque chose de beaucoup plus simple et une bien meilleure expérience développeur. Donc avec un état dans notre application et le nouveau développeur, il n'a pas à réfléchir à ce qu'il faut faire pour mettre à jour
son application, son DOM. Juste, il a un état, il le modifie et n'importe comment. Et hop, magiquement, ça fonctionne. L'application est mise à jour, tout fonctionne bien. Donc effectivement, c'est super, ça a bien fonctionné. Mais cette magie est arrivée avec un certain nombre de coûts. Premier coup, bah, c'est le temps de chargement parce que comme Zone.js doit créer une zone pour le contexte d'Angular, bah, ça veut dire que Zone.js doit être chargé avant Angular dans le DOM. Et du coup, bah, ça crée un temps de chargement supplémentaire, sachant qu'aujourd'hui, les premiers temps de chargement sont d'autant plus importants dans les sites. On a également, mine de rien, de la maintenance au fur et à mesure des années qui s'est créée pour Zone.js. Donc ça, c'est à la core team Angular de le faire. On ne croirait pas comme ça, mais il y a un certain nombre de nouvelles API qui s'ajoutent au fur et à mesure dans JavaScript, dans le navigateur. Et il y a certains cas pas faciles à gérer, notamment par exemple les async await. Bah, c'est pas une méthode, une vraie méthode, donc c'est pas facile à patcher. Et plus important, on a des problèmes de performance quand on a un nouveau développeur Angular. Naïvement, bah, moi, dans mon application, j'ai besoin de graphiques. J'aimerais bien avoir des graphiques. Alors, je vais installer, bah, je sais pas, Shark.js. Mais ce que je sais pas en tant que nouveau développeur Angular, c'est que bah, Shark.js, logiquement, c'est une librairie qui s'utilise dans pas mal de contextes et qui n'a pas été développé avec le fonctionnement d'Angular en tête, les changements de détection, ce qui est logique. Et du coup, il y a beaucoup d'événements, par exemple, sur des hovers ou sur des clics. Et tous ces événements vont déclencher des changements de détection, et ce qui va être très consommateur et pas optimisé. Donc, toute cette magie qui facilite l'arrivée du développeur, en fait, se transforme en courbe d'apprentissage a posteriori qui demande une bonne compréhension à la fois d'Angular et de Zone.js pour faire quelque chose qui soit correct et qui n'ait pas de gros problèmes de performance. Aussi, si vous avez fait un petit peu d'Angular, vous connaissez certainement cette erreur. Comment est-ce que ça se passe? Alors, cette erreur, elle est intrinsèquement liée à la manière dont fonctionne le changement de détection dans Angular. Du fait qu'on va du bas en haut, le changement, la donnée, elle se déplace de manière unidirectionnelle. Et si on a un enfant qui essaye de modifier pendant la phase de rendu un état du parent, ben on va se retrouver avec cette erreur-là. Donc, alors des fois, ça peut être dû à une mauvaise conception, mais il y a quelques cas où on n'a pas le choix, on va être confronté à cette erreur. Et qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, quand vous êtes confronté à cette erreur? Vous avez des pistes? Bah, souvent, on va avoir tendance à faire un set timeout ou un promise resolve pour reporter au cycle de rendu suivant la mise à jour de notre état et faire en sorte que ça marche. Alors, on peut se dire, ouais, bon, ok, sympa l'astuce, mais c'est quoi la vraie astuce, la manière propre de faire? Bah, en fait, c'est ça. C'est ce qui est utilisé à certains endroits dans le code d'Angular, par exemple. C'est la seule manière de faire et du coup, bah, c'est pas, ça donne une impression de c'est ça quand même. Bon, alors c'est bien. Là, on a revu un peu Zone.js, les problématiques actuelles, etc. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est trouver une solution à tout ça et notamment, ça passerait par un nouveau système de réactivité. Ce nouveau système, qu'est-ce qu'il aurait besoin? Bah, avant tout, un niveau de granularité beaucoup plus fine, puisqu'on a vu là actuellement avec Zone.js, la granularité, c'est au niveau de l'application tout entière. Et nous, on aimerait quelque chose qui serait plutôt au niveau du composant pour avoir moins de problèmes de performance, on espère. On aimerait également un accès synchrone à notre donnée, puisque le DOM, lui, par exemple, si on prend un input, il a une valeur input. Et on ne peut pas se permettre de lui dire, ah non, tu vas attendre un petit peu, peut-être 30 secondes pour avoir une donnée, et puis ça va bien se passer. Non, lui, il a besoin de données. On aimerait, tant qu'à faire, recréer un système de réactivité, avoir des états dérivés. C'est une feature request qui est présente depuis bien des années dans Angular. Alors, c'est dans l'idée avoir des getters qui sont optimisés et qui ont un cache et qui ne soient pas aussi verbeux que les pipes, parce que les pipes, c'est bien, mais c'est un peu pénible à faire quand même. On aimerait également une bonne compatibilité avec RxJS, puisque RxJS, c'est assez ancré dans Angular. Ça fonctionne bien, RxJS,
Et du coup, si on a un nouveau système qui n'est pas du tout compatible avec RxJS, c'est un peu pénible. Ça va demander du travail en plus. Donc, ça, c'est important. Une gestion simple des dépendances pour notre activité, serait bien aussi pour ne pas avoir une expérience développeur trop mauvaise. Et enfin, un système qui soit sans side effect. Alors, un side effect, c'est le fait, par exemple, si je vais lire une variable ou un getter, je n'ai pas envie que ça déclenche une requête HTTP. J'ai juste envie d'obtenir ma donnée. Je n'ai pas envie que ça déclenche d'autres choses en sous-marin. Donc, fort de ces prérequis, Angular, l'équipe, ils ont fait un peu une étude de marché de ce qui existe sur les différents frameworks front-end. Ils ont fait pas mal d'expérimentations et ils ont noté les avantages, les inconvénients et les choses qui, tout de suite, ne sont pas possibles. Alors, on pourra revenir à la fin si vous êtes un peu curieux, mais il y a assez peu de choses qui ont trouvé grâce aux yeux d'Angular. Mais on va notamment se pencher sur le cas de RxJS, parce que c'est un cas qui a été très controversé. Comme on l'a dit tout à l'heure, RxJS, c'est bien implémenté dans Angular, bien implanté. Et du coup, on peut se dire, pourquoi ne pas en profiter et juste augmenter l'implication d'RxJS et faire en sorte que juste tout fonctionne avec RxJS. Le problème, c'est que RxJS est asynchrone par nature. Alors certes, on peut avoir des observables qui sont synchrones, mais comme on peut aussi avoir des observables qui sont asynchrones et que d'avance, on ne sait pas si notre observable est synchrone ou asynchrone, par défaut, il faut qu'on gère le cas où il est asynchrone. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, le DOM, lui, il a besoin de valeurs synchrones. Donc, travailler avec cet asynchronisme, ça conduirait à une assez mauvaise expérience développeur, puisque ça demanderait tout un tas d'astuces, de bidouilles pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc, problème aussi avec RxJS, on a beaucoup de side effects. Il est très courant de, par exemple, quand on se souscrit à un observable, ça va déclencher une requête HTTP, ça va déclencher telle opération. Et on n'a pas du tout envie qu'à chaque rendu dans notre template, on ait plein de requêtes HTTP qui soient déclenchées. Donc ça, c'est no-go également. Et dernier point, il y a une grande partie des développeurs Angular qui adorent RxJS et qui aimeraient qu'il y ait beaucoup plus d'RxJS dans Angular, mais il y a aussi une partie tout aussi importante de la communauté qui déteste RxJS et qui aimerait bien que RxJS ça s'en aille un peu d'Angular. Donc RxJS, c'est vraiment un point. L'équipe d'Angular, ils sont un peu embêtés parce que c'est très clivant. Bon, finalement, avec tout ça, la solution qui a été retenue, ce sont les signaux. Angular le dit ouvertement, ils sont très librement inspirés de ce qui existe déjà. Tant qu'à faire, on ne va pas réinventer totalement la roue. C'est notamment utilisé dans Preact, dans Solid, dans Vue. Et si on va lire la documentation du JS, on peut noter qu'eux-mêmes disent que le concept est assez vieux dans l'écosystème et que ça fait plus de 10 ans que ça existe. Et ils citent, eux, Knotout Observables et Meteor Tracker, alors que moi, je ne connais pas du tout. Mais pour dire que l'idée de signaux est assez présente. Maintenant, on va voir un peu quels sont les différents niveaux de granularité possibles et où on va se positionner avec les signals, puisqu'on a vu qu'on aimerait bien quelque chose qui soit au moins au niveau du composant, mais plus précisément. Donc, on a d'abord l'application tout entière. Donc, c'est ce qu'on a avec Zone.js. Ça, c'est pas le top. Juste en dessous, on a un arbre de composants. Donc, c'est un composant plus tous ses composants enfants. Et assez lié, on a le composant unique, sans enfant. Donc ça, en optimisant la stratégie de changement de détection, c'est peut-être vers ces endroits-là qu'on pouvait réussir à s'orienter avec Angular actuellement. En dessous, on a le niveau de la vue, de view. Donc, qu'est-ce qu'une view par rapport à un composant? En fait, un composant, c'est composé d'au moins une vue, mais à chaque fois qu'on a un if ou un for, en fait, on va avoir une vue. Donc, il peut y avoir plusieurs vues dans un composant. Par exemple, si on a un for où il y a 3 éléments dedans, ça va nous faire 3 vues. Encore plus précis, on a Solid.js avec les éléments du DOM et encore plus fin, c'est au niveau du binding.
Alors, on peut noter que ni Vue.js ni React ne sont présents, ne sont positionnés là-dessus, parce qu'ils utilisent tous les deux le système de Virtual DOM, et du coup, ils sont un peu hors catégorie. Mais c'est intéressant de noter que Vue.js réfléchit à se séparer de son Virtual DOM pour se positionner au même endroit que Sui.js. Et on peut aussi se demander pourquoi finalement s'arrêter au niveau de la vue et pas avoir un niveau de granularité encore plus fin. En fait, c'est que plus on est précis dans la granularité, plus ça coûte cher en gestion des dépendances, des arbres de dépendance, donc de mémoire, etc. Et actuellement, Angular n'est pas certain de voir les avantages à avoir un niveau de granularité encore plus fin. Alors, c'est pas exclu dans le futur, mais si on regarde le niveau de granularité de la vue par rapport à ce qui existe actuellement, l'application tout entière, c'est déjà un beau progrès. Donc, ils vont déjà essayer comme ça et on verra ce que ça donne. Donc, on a vu pourquoi les signaux. Maintenant, on va voir un peu à quoi ça ressemble concrètement. Comment est-ce qu'on les manipule? Il faut savoir que ça, c'est des choses qui sont déjà disponibles en feature preview dans Angular 16. Donc, c'est-à-dire que feature preview, il n'y a pas besoin d'attendre une version majeure pour que eux puissent casser l'API et changer radicalement. On peut s'en servir, mais c'est un peu à nos risques et périls. Donc, un signal, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un getter. C'est qui a un symbole, signal. Ça, c'est pour les fonctionnements internes, surtout d'Angular. C'est pour qu'ils puissent reconnaître un signal de autre chose, un autre objet qui ne serait pas un signal d'une autre fonction. Donc, on peut noter que c'est read-only. Ça nous envoie une valeur du type qu'on veut. Et pour pouvoir modifier, on va avoir des writable signals qui ont des méthodes supplémentaires pour permettre de mettre à jour la valeur de notre signal. Donc, on va voir un peu plus tard comment on s'en sert. Pour créer un signal, on ne va pas créer un objet, on ne va pas passer par un new signal. Non, on va passer par une fonction signal qui prend, on paramètre une valeur initiale et ça va nous retourner un writable signal. Et du coup, à quoi ça ressemble? Là, ici, ligne 1, on crée un signal qui a pour valeur 0. On va ensuite le mettre à jour avec 7, donc ça écrase la valeur précédente, il faut 5. Update permet de mettre à jour la valeur basée sur la valeur précédente. Et ce qu'on peut noter, en fait, c'est que update, c'est un raccourci pour la méthode set en réutilisant la valeur du compteur du signal. Donc, l'équipe Angular était même curieux des retours de savoir si la méthode update était vraiment jugée utile ou pas, parce que les deux sont équivalents. Donc ça, c'est pour les valeurs primitives. On peut aussi faire pareil avec les objets. Mais pour les objets, on a mutate qui nous permet de modifier un objet ou une array sans avoir à la recréer, ce qui est le cas, par exemple, dans React. Si on veut mettre à jour notre state, il faut passer par des nouvelles références. Et Angular n'avait pas envie de rentrer dans ce jeu des objets immuables. Donc, ils ont proposé cette solution-là pour satisfaire tout le monde. Alors, on peut noter quelques inconvénients au format getter qu'on a vu. Donc, c'est notre signal. On met les parenthèses comme une fonction pour obtenir la valeur. Le premier argument qu'on peut noter, c'est que ça peut sembler contre-intuitif pour certains développeurs, parce que pendant des années, on nous a dit faut surtout pas utiliser des méthodes côté template. C'est pas bon au niveau performance. Il faut utiliser des variables ou des choses qui soient optimisées. Et du coup, il y avait un peu une crainte que ça perde les développeurs. Il y a des études qui ont été menées au niveau développeur expérience et a priori, ils ont eu des retours assez positifs. Ça perturberait pas trop les anciens comme les nouveaux développeurs, donc c'est bien. Mais plus dérangeant, on a le type narrowing qui devient un peu plus compliqué. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le type narrowing exactement. C'est le fait de, lorsqu'on a un if, par exemple, ici on a user.name qui peut être nullable ou qui renvoie un objet. Et ben, si ligne 2, on le teste pour s'assurer qu'il n'est pas nul, normalement, le compilateur va faire en sorte que, OK, comme on vient de tester, si c'est une variable, on sait qu'il n'est pas nul et du coup, ça restreint les cas. Mais là, comme c'est une fonction, il n'y a rien qui garantit au compilateur que ligne 2 et ligne 3, username, il va renvoyer la même chose. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on doit passer par la déclaration d'une variable intermédiaire pour ne pas avoir de problème. Donc ça, c'est une petite contrainte supplémentaire.
Autant côté JavaScript, TypeScript, bon, il n'y a pas de gros problème par rapport à ça. Mais la problématique, c'est surtout côté template, parce que c'est pas possible de vraiment déclarer une variable côté template. Et du coup, là-dessus, Angular, ça a affirmé que si on allait dans cette direction-là, il trouverait une manière d'améliorer le compilateur de template pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Sinon, c'est un no-go et le format getter ne passerait pas. Maintenant qu'on a vu les signaux simples, on va regarder un peu les computed. Donc, on disait tout à l'heure, c'est une feature qui était très demandée, qui va enfin être disponible. Donc, pour ceux qui connaissent Vue.js, c'est vraiment très ressemblant. Pour déclarer une computed, on se sert de la méthode, une fonction computed à qui on donne un callback et ça nous renvoie un signal, donc c'est du read-only. Il est intéressant de noter qu'elles sont calculées de manière lazy. Donc, tant que la valeur n'est pas demandée, lue quelque part, on ne va pas faire le calcul. Comment ça s'utilise? Là, on a donc un counter signal qu'on déclare avec une valeur initiale de 0. On utilise deux computed, isEven et color. Et là, quand on définit, met à jour notre signal counter, on a donc isEven qui va se mettre à jour parce que il a counter comme dépendance. Et par contre, isEven reste à true. Donc, color, lui, ne va pas se mettre à jour parce que sa dépendance n'a pas été modifiée. Et en plus des computed, on a également des effects. Donc là, ça ressemble à ce qu'on a dans React. C'est une méthode à qui on donne un callback et ce callback va être exécuté à chaque fois qu'on a une dépendance qui est modifiée. Dans Vue.js, on a le même concept d'ailleurs. Ici, on a une option à activer si on veut pouvoir écrire, modifier un signal à l'intérieur d'un effect. C'est fait parce que sinon, il y a une crainte de la part de l'équipe Angular, ça crée des boucles infinies qui soient très dures à débugger. Et du coup, ce paramètre à activer, ça montre aux développeurs que, OK, si tu veux faire ça, il faut que tu sois sûr de toi. Ça peut avoir des conséquences. Et on a également la possibilité d'utiliser une cleanup function qui va nous permettre de nettoyer tout ce qui se passe dans l'effect avant chaque réexécution de l'effect. Donc, à quoi ça ressemble? Ici, on a donc notre fonction effect à qui on donne un callback depuis lequel on récupère la fonction onCleanup. Là, on a le corps de notre fonction effect. Donc, on récupère la valeur d'un signal count. On va déclarer un compteur qui va nous servir dans le second intervalle juste en dessous. Et justement, là, on fait un second intervalle qui, toutes les secondes, du coup, va afficher le nombre de secondes depuis lequel le signal count n'a pas été modifié. Et du coup, là, on déclare notre fonction onCleanup à qui on donne un callback. Et du coup, à chaque fois que count va être modifié, on va avoir onCleanup qui s'exécute pour nettoyer cet intervalle. Et ensuite, on a l'effect qui va se réexécuter et qui va redéclencher le set intervalle. On n'a pas trop parlé de la gestion des dépendances, donc soit au niveau des effects ou des computed, mais ça se passe de la même façon. On a une gestion des dépendances qui se crée de manière automatique à partir des computed qui sont utilisés, et ça se construit assez intelligemment. C'est-à-dire que on n'a pas toutes les computed qui sont dans la fonction qui vont automatiquement être considérées comme des dépendances, mais on a bien que les computed utilisés qui sont des dépendances. Là, dans le cas ici, si showName est true, alors notre dépendance, ça va être showName et name, parce qu'on va dire hello name. Par contre, si showName est false et qu'on a juste hello qui est affiché, on n'aura que showName qui sera une dépendance et greeting ne sera recalculé que si showName change et pas name. Maintenant, on va parler un petit peu compatibilité avec RxJS, puisque on en avait parlé tout à l'heure. C'est quelque chose d'assez important tant qu'à faire, d'avoir notre nouveau système de réactivité bien compatible.
Donc, pour avoir un observable à partir d'un signal, c'est assez simple. On a une méthode toObservable à qui on donne un signal pour source et on obtient un observable. Donc, alors, il y a quelques subtilités qu'on ne va pas aborder, mais c'est assez basique. Pour l'inverse, c'est un poil plus compliqué. C'est dû au fait qu'un signal, ça a forcément une valeur, contrairement à un observable qui peut être asynchrone. Et du coup, on a deux manières de faire. Soit avec la première possibilité, il faut qu'on renseigne une valeur par défaut, ou alors si on n'en renseigne pas, notre signal sera undefined par défaut jusqu'à obtenir sa première valeur. Ou alors sinon, si on est certain que notre observable va être synchrone, qu'il va tout de suite délivrer une valeur, on peut se servir de la deuxième syntaxe. Donc, c'est en activant l'option require sync. Et par contre, là, si on a menti que en fait, notre observable il était asynchrone, ben, on aura une erreur. Alors, la forme de l'erreur exactement est en cours de réflexion de la part d'Angular. Si c'est une erreur runtime ou s'ils réussissent à faire une erreur au niveau de la compilation. Mais voilà. Bon, là, on va voir maintenant dans les composants à quoi ça ressemble. Donc, tout ce qui était maintenant est déjà disponible dans Angular 16, comme on disait. Là, tout n'est pas disponible dans Angular. Il n'y a pas forcément tout qui est en feature preview. Notamment pour se débarrasser totalement de Zone.js, ce qui est finalement un peu l'objectif, on va déclarer des composants signal base, ils appellent ça. Donc, on a une nouvelle propriété signal, ce qu'on va définir à true, et ça va nous donner tout un tas de nouvelles fonctionnalités dans nos composants ou dans nos directives. Donc déjà, les inputs et les outputs changent dans les composants signal base. On n'a plus des annotations comme avant. Maintenant, pour avoir un input, on a une fonction input qui va nous envoyer un signal. Donc, on a plusieurs manières de l'écrire en fonction de si on donne une valeur par défaut ou non. Donc, ça, c'est le cas pour des valeurs simples. Si on veut donner une input avec une valeur par défaut pour un objet, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut passer par l'objet option, mais voilà. Et pour être raccord avec les modifications d'input, les outputs changent également d'API. On passe par une fonction et plus par la notation. Mais ce qui est en dessous ne bouge pas, donc on reste sur un event emitter qui fonctionne comme avant. On a également un gros changement au niveau du two-way binding. Donc, two-way binding, avant, il fallait avoir un input et un output qui correspondaient. Alors moi, je trouvais que ce système était un peu bancal parce qu'il fallait bien nommer son input et son output pour que les deux s'assemblent. Je trouvais que c'était pas terrible. Voilà, on a une nouvelle fonction modèle qui fait les deux et qui donne du coup un writable signal, ce qui va nous permettre de mettre à jour le parent. Il est à noter que là, on voit dans le composant parent, isAdmin, il n'y a pas les parenthèses. On ne donne pas la valeur du signal, mais on donne la référence du signal. C'est assez important à noter. C'est comme ça qu'il va être mis à jour. Et là, on peut se dire, bah, c'est bizarre quand même, parce qu'avant, on avait des décorateurs, et là, nos inputs, outputs, ils n'ont plus de décorateurs. Et puis, en fait, tout ce qui avait des décorateurs, donc les queries, les view child, les content child, etc., bah, ça n'a plus de décorateurs. Maintenant, c'est des fonctions aussi et ils fonctionnent avec des signaux. Les décorateurs host-listener et host-binding, ils sont supprimés. Donc, plus de décorateurs et on se retrouve avec plus du tout de décorateurs nulle part. Et bah, c'est un peu perturbant puisque les décorateurs, c'est quand même quelque chose de marquant dans Angular. Et en fait, j'ai vu en commentaire des RSC un core team member qui a dit qu'en fait, les décorateurs, c'est bien si on fait des classes, mais bon, si un jour Angular venait à explorer d'autres possibilités que les classes, bah, ce serait un peu gênant. Et je trouve ça super intéressant puisque déjà avec les mises à jour de Standalone, ça ouvrait pas mal la voie à tout ce qui est fonctionnel. Par exemple, les guards qui avant étaient des classes, maintenant sont des fonctions. Et là, c'est vraiment un très grand pas en avant pour se débarrasser des classes. Alors, je ne sais pas dans quelle unité de temps ça va se faire, ni si ça va se faire. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas, par contre, si ce sera très apprécié de la communauté parce que la communauté aime beaucoup les classes et les annotations. Alors, en plus de toutes ces nouvelles fonctionnalités, on a également des nouveaux lifecycles.
Alors des life cycles qui sont pas comme ceux qu'on a actuellement, puisque là, ils sont au niveau application. Alors on va voir un peu plus tard comment ils s'utilisent, mais c'est pas une interface à implémenter pour pouvoir s'en servir. Et on peut s'en servir n'importe où, donc dans un service ou quoi que ce soit. C'est pas limité aux composants et aux directives comme les lifecycles actuels. Donc, comment on s'en sert? En fait, c'est une fonction qui prend un callback et qui va permettre exécuter notre fonction. Donc, j'ai oublié de préciser, mais les trois lifecycles présentés ici sont assez similaires. Il y a quelques spécificités. En fait, ils s'exécutent après un rendement de l'application. Donc, spécificité, c'est que le premier after next render ne se déclenche qu'une seule fois après le prochain rendu. After render, lui, se déclenche à chaque rendu. Et after render effect, c'est un mix entre un after render et un effect. Donc, il se déclenche après un rendu de l'application seulement si ses dépendances, au moins une de ses dépendances a été mise à jour. Donc là, on a un exemple ici avec after render qui initialise ce qu'il faut pour faire un graphique. Et là, on peut se dire, OK, mais du coup, si on réfléchit avec tous les changements, les anciens life cycles d'ailleurs, vous savez combien il y a de life cycles actuellement? Est-ce que vous savez les citer? Ouais, il y en a 8. Du coup, ça, c'est 8 life cycles actuellement. Et si on regarde un peu avec les nouvelles fonctionnalités qu'on a, bah, finalement, engine changes, on peut facilement remplacer avec des computed et des effects. Do check, bah, c'est pareil, hein, des effects, ça fera très bien le travail. After content checked, elle était beaucoup utilisée pour tout ce qui était initialisation de librairies externes. Bah, du coup, on a vu que after next render, c'est l'homme de la situation. Et les trois autres qui sont en vert, after content init, view init et view checked, ils étaient beaucoup utilisés pour manipuler tout ce qui est content child, view child. Et on a vu que maintenant, c'est des signaux. Donc, comme c'est des signaux, bah, computed ou effect, ça ferait très bien le travail, donc ça ne sert plus à rien. Et du coup, bah, si on simplifie tout ça, on en a plus que deux qui nous servent vraiment. Et du coup, bah, c'est ce qui va se passer sur les composants signal base. On n'aura plus que ces deux life cycles là, plus les trois nouveaux au niveau application. Donc, grosse simplification et plus besoin de retenir les 8 que peu de monde connaissent. Maintenant qu'on a vu tout ça, alors là, c'était déjà un gros morceau, tout ce qui était signaux, mais ça arrive avec une autre très grosse fonctionnalité qui sont les control flow. Alors, control flow, c'est pas forcément super parlant comme nom. En fait, c'est tout simplement ce qui est ngIf, ngFor et switch. Donc là, les control flow, c'est vraiment que les directives de base, structurelles de base, c'est pas les directives structurelles custom qu'on peut se créer. Et du coup, bah, tout ça, ça va changer. Et on peut se dire, bah, pourquoi Angular, ça date quand même de 2016. Ça fait donc 7 ans qu'on fonctionne avec ces contrôles flow. Comment ça se fait que maintenant, on va les changer? Et puis, c'est quand même une brique de base d'Angular. En fait, Angular s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, qu'il y a un certain nombre de points de douleur et de limites à ces contrôles flow. Alors, ils n'ont pas explicitement dit lesquels, mais je suppose que c'est la verbosité de ces directives, le fait que ça ne prend pas en compte tous les cas facilement, notamment faire un ng else-if. Enfin, un else-if, c'est pénible. Même juste un else qui est prévu, c'est pas le plus simple, c'est verbeux. Et c'est assez éloigné de la syntaxe qu'on a en JavaScript. Donc, tout ça fait que bah, ils avaient bien envie de faire des modifications. Prochain point, le plus important certainement, c'est que c'est incompatible avec les signaux. Notamment le for, en fait, on ne peut pas itérer avec les directives actuelles sur un signal. Donc, bah, on a besoin de quelque chose de nouveau pour que ça fonctionne avec les signaux. Donc, on aurait pu améliorer les directives existantes, mais le problème, c'est que c'est vraiment la brique de base de toutes les applications. Donc, la moindre, toute petite modification, ça risque de casser des milliers d'applications, de faire des bugs. Et ils n'avaient pas envie d'entrer là-dedans, surtout que de toute façon, ils cherchaient une excuse pour retravailler le modèle. Donc, bah, les signaux, c'est l'occasion rêvée. Okay.
À quoi ça ressemble le nouveau control flow? Alors, sur les différentes propositions, on va avoir deux cas. À gauche, c'est le, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la syntaxe qui était proposée initialement dans la RFC. Je sais plus comment elle s'appelle. Le bloc syntaxe, je crois. Et à droite, c'est le arrobase syntax qui a émergé lors des discussions avec la communauté quand bah, justement Angular a présenté le nouveau système. Donc, c'est encore en réflexion. On voit du coup que bah, c'est assez différent de ce qu'on a actuellement. On peut enfin faire des else if de manière simple, c'est beaucoup plus lisible que ce qui existe. On peut faire des else, c'est top. Au niveau des forts, on a également des belles modifications. On voit rapidement qu'on a le cas empty qui est géré nativement. C'est beaucoup plus facile à faire. Aussi grosse modification, on a track qui est modifié, qui est beaucoup plus facile à gérer maintenant. Avant, track by, je trouve que c'était pas facile à utiliser, c'était assez verbeux, pas pratique du tout. Là, il est beaucoup plus simple et en plus, il devient obligatoire. Parce que lors de ses études, Angular a trouvé que en fait, énormément de problèmes de performance sont à l'origine d'une mauvaise utilisation des boucles forts et notamment de l'absence des tracks. Donc, il devient obligatoire, sauf si on itère sur un signal. Parce que si on itère sur un signal, ben, nativement, il va réussir à retrouver ses petits et ce serait même négatif d'utiliser un track. Mais du coup, grosse amélioration au mouvement. Et bon, là, on a le switch, il n'y a rien de révolutionnaire, mais pour la forme, je vous l'affiche quand même. J'ai un petit peu menti. Je vous ai dit que la syntaxe n'était pas décidée. C'est maintenant faux. La semaine dernière, ils ont annoncé la syntaxe, le choix de la syntaxe. Tous les ans, il y a un formulaire de satisfaction développeur qui est proposé à quiconque veut répondre. Et parmi les questions cette année, il y avait la syntaxe préférée des développeurs. Donc voilà le résultat du formulaire, du questionnaire. On voit que l'arrobase syntaxe est préférée, donc la syntaxe venant de la communauté. Et parallèlement à ça, ils ont également fait des études d'expérience développeur, on va dire, pour voir lequel était plus facile à appréhender pour les nouveaux développeurs Angular comme pour d'anciens. Et ils en ressortent avec à peu près les mêmes conclusions. C'est l'arrobase syntaxe qui est préférée. Et du coup, cette syntaxe sera disponible en Angular 17 qui sort le mois prochain. Tu as une question? C'est dans la, enfin, ça dépend ce que tu appelles dans l'HTML. C'est pas vraiment de l'HTML, mais c'est dans ton template. Ouais. Ah, c'est ça que tu veux dire. Ça correspond plus à une balise. Ça fait comme si tu utilisais tout le temps un ng container. Mais oui, effectivement, tu intègres plus au niveau vraiment d'une div, par exemple. Ça va forcément englober. Mais du coup, dès le mois prochain, sortie d'Angular 17, cette syntaxe-là sort. Alors là, tout de suite, vous pouvez vous dire, ça va faire des gros changements là. Alors, faut pas avoir peur. Il faut savoir que le plan de l'équipe Angular, c'est de déprécier la syntaxe actuelle, mais de pas faire une migration brutale parce que, bah, en fait, c'est quand même une brique vraiment de base et toutes les ressources, tous les tutoriels, etc., pointent sur la syntaxe actuelle. Et du coup, ça aurait trop de risques de perdre les développeurs dans leur apprentissage d'Angular, de faire quelque chose de trop brutal. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le coup, ça va être contrairement aux signaux passés d'une application avec Zone.js vers une application zoneless. Il y a pas mal de logique un peu compliquée. C'est vraiment un changement de paradigme. Les migrations vont pas être simples. Là, c'est une migration qui est assez simple quand même et qui va pouvoir bien se scripter. Donc, il y aura des scripts proposés qui, s'ils sont bien efficaces, on n'aura quasiment rien à faire, voire rien du tout, à part exécuter le script. Voilà, on a fait le tour. Si vous souhaitez creuser plus loin, je vous conseille ces différents liens et articles. Alors, le premier lien, c'est un développeur qui adore RxJS
et qui, pendant plusieurs années, a lutté pour qu'il y ait beaucoup plus de React.js dans Angular, qui en fait a fini par avoir un déclic et se dire OK, React.js, en fait, ça ne peut pas être le nouveau système de réactivité. Et il explique un peu pourquoi ce qu'il a compris. Je vous conseille également la troisième RFC sur les signaux, parce qu'il y a 5 ou 6 RFC sur les signaux. Je trouve que la 3, c'est la plus intéressante à lire. C'est pareil, j'en ai pas du tout parlé pendant la présentation parce que c'était un peu plus complexe et il n'y aurait pas eu le temps. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le deferred loading qui permet nativement dans l'HTML de charger, de lazy loader certains éléments. Et du coup, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui, pareil, va sortir en Angular 17, qui peut être sympa si on a les cas d'utilisation pour. Et cette vidéo qui a été faite à la NGConf il y a, je sais plus, 1, 2, 3 ans, est très intéressante sur l'évolution d'Angular et sur leur challenge actuel. Elle est toujours d'actualité, enfin, et elle permet aussi de bien comprendre pourquoi les signaux ont émergé. Donc, moi, c'était Lou Théo. Si vous êtes intéressé par les slides, elles sont disponibles sur mon GitHub pour les relire ou pour voir les liens. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Vas-y, Stéphane. Alors, on peut lancer une application Angular sans Zone.js, mais tu peux déjà le faire depuis pas mal de temps. C'est juste que ce qui est signaux, c'est pas encore. Alors, je sais pas pour dans Angular 17, mais dans Angular 16, j'ai essayé. Et si tu fais une mise à jour d'un signal ou d'un élément, bah, ton DOM il va pas être mis à jour. Tu peux, tu as une option qui te permet de dire non, moi je veux pas Zone.js dans mon app Angular, mais du coup, ça veut dire que le DOM, ça va être à toi de le mettre à jour à la main ou alors de faire dire manuellement, tiens, maintenant, fais-moi un changement de détection, s'il te plaît. Il faut que tu passes par le changeref detector et que tu fasses un detect changes. Mais c'est possible depuis je ne sais plus combien d'années de faire. Je ne saurais pas dire. Vas-y. S'il n'y a personne d'autre. Alors en fait, le update, il doit retourner une valeur. Ah oui, il faut que je répète les questions pour ceux qui sont à distance. Quelle est la différence entre la méthode update et la méthode mutate sur les signaux? Donc la différence, c'est que la méthode update, elle va attendre que tu retournes la valeur du nouvel objet. Et du coup, c'est plus si tu fais du style immuable. Et ça fonctionne aussi très bien pour ce qui est valeur de base, les primitives. Alors que mutate, lui, il a pas de retour. Tu retournes du void, donc tu peux modifier directement ton array ou ton object. Et là, par défaut, Angular va considérer qu'il y aura forcément une modification dans ton signal. Donc c'est ça la différence. Vas-y. Je ne sais pas. Je pense que les classes, c'est quelque chose qu'il y avait beaucoup avant, qui était assez populaire dans les frameworks front. React, avant, il était sous forme de classe aussi. Et je pense que c'était plus, ça date de la création et du fait que c'était populaire avant. Mais le fait que ça persiste aujourd'hui, bah là, c'est par habitude, du coup, ça peut changer. Je peux te répondre pourquoi certaines personnes détestent la nouvelle manière de faire de React. C'est que pour eux, une fonction n'a pas le droit de porter un état. Ce qui est hook, useState, etc., c'est des abominations. Une fonction, ça doit être pur. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne supportent pas le fait d'avoir une fonction qui porte un état.
et qui, du coup, même en React aujourd'hui, sont des fervents défenseurs du class style. Mais bon. Ouais. Ouais, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de frameworks front qui vont dans cette direction-là. Et ouais, c'est ce que j'allais dire. Un gros argument, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire du tree checking sur des fonctions que dans une classe. En fait, tu sais pas ce qui est vraiment utilisé dans ta classe ou ce qui est pas utilisé dans ta classe. Donc, tu es obligé d'embarquer tout le code de la classe. Alors que avec des fonctions, tu as beaucoup plus de facilité à vraiment voir ce qui est utilisé ou pas. Et puis, bah, du coup, au moment du build, retirer tout ce qui est pas utilisé et avoir du coup des applications plus légères. Alors, du coup, la question, c'est comment tester le nouveau paradigme. J'ai pas creusé le sujet. Je sais pas si ça n'a pas été détaillé dans la RFC. Donc, je sais pas s'il y a des choses vraiment spéciales à faire ou alors si c'est juste comme c'est un nouveau sujet et qu'ils attendaient déjà des retours sur les gros principes. La testabilité, ça leur faisait pas peur et que ça viendrait plus tard de manière assez facile. Mais non, j'ai pas. Je pense pas que ce sera un problème en tout cas. Hmm. Tu parles pour Angular spécifiquement ou alors pour tout ce qui est s'oriente vers le fonctionnel? Ouais, pour tout ce qui est fonctionnel. Hmm. Ouais. Ouais. Mixin, c'est compliqué. Tout à fait. Mais non, niveau testabilité, j'ai pas vu beaucoup d'informations. Pas de souci. Vas-y. Oui, du coup, les trois nouveaux lifecycles peuvent s'utiliser n'importe où. Comme en fait, c'est des fonctions à qui on donne un callback, bah, on peut utiliser ça n'importe où. Donc, dans un service aussi. Donc, s'il y a le besoin, je ne sais pas quels pourraient être les besoins de faire ça dans un service, mais en tout cas, c'est possible. Tu avais encore une question, Stéphane? Vas-y. Je ne pense pas que les pipes vont dégager, parce qu'ils ont encore quand même beaucoup d'utilité, notamment pour ce qui est purement mise en forme. Mais par contre, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'usages détournés, entre guillemets, qu'on a actuellement. Bah, si tu veux faire un peu l'équivalent d'une computed, en faisant bien, tu es obligé de passer par un pipe. Et du coup, c'est compliqué. Enfin, c'est verbeux. Ouais. Bah, tu as beaucoup de choses. Enfin, dans les pipes de base, je sais pas. Bah, tu as quand même des pipes pour faire de la traduction. Tu as des pipes pour, qui te donnent sur un objet ou une array liste clé-valeur. Euh, sur des pipes un peu de la communauté aussi, tu as tout un tas de choses au niveau de l'affichage qui sont très agréables. Tu as le pipe, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui permet d'afficher l'argent la monnaie à partir d'une currency. Bah, currency, voilà. Ça, enfin, les pipes, normalement, c'est vraiment à but d'affichage. Moi, je trouve ça dommage que dans Vue.js, il ait vraiment disparu. Je trouve ça utile. Ouais, je sais pas. Bah oui, tu pourrais utiliser des computed, c'est sûr.
Mais du coup, là, ça te demanderait d'en déclarer, puisque le problème de Vue.js maintenant, c'est que pour certains cas vraiment génériques, où tu aimerais bien, tu as toujours le même cas, par exemple, tu as une date et tu veux afficher combien de temps, donc par exemple, il y a 5 heures ou quoi que ce soit, ça c'est une date, un pipe, pardon, qui est proposé dans une librairie qui ressemble beaucoup de pipe dans Angular. Et bah, tu peux le faire avec des computines, mais ça te demanderait à faire une computine par composant, plutôt que déclarer un pipe au niveau global. Enfin, il faut que Hmm. Après, c'est question de préférence. En tout cas, j'ai pas vu parler de supprimer les pipes. Je sais pas si ça viendra ou pas. Tu lèves la main, Taïb? Ok. Ouais, moi je préférais l'arrobase syntaxe. Moi j'ai voté dans. Moi, je suis dans la catégorie weekly préfère. Je sais plus comment c'est marqué dans le sondage, mais je préférais un petit peu le arrobase syntaxe. Ouais. Et, les deux syntaxes sont inspirées de syntaxes déjà existantes. À gauche, c'est inspiré de Svelte, je crois, ou de je sais plus quel framework, mais c'est quelque chose qui est inspiré. Et à droite, c'est quelque chose qui est plutôt inspiré de Razor, donc en C Sharp. Ouais. C'est Bah après, le fait qu'il n'y ait pas de bracket, c'est normal enfin, pour quelque chose dans du l'HTML, c'est courant. C'est même bizarre d'avoir des brackets. Parce que du coup, là, le fait qu'il y ait des brackets, c'est-à-dire que si tu veux afficher une bracket de fin, va falloir l'escape maintenant. Et là, c'est pareil, ils ont une petite problématique. Normalement, ils voudraient que les parenthèses soient facultatives, derrière un if ou quoi que ce soit. Mais pour le moment, ils n'ont pas réussi à faire un compilateur assez bon pour qu'ils reconnaissent bien. Et du coup, les parenthèses, elles sont obligatoires pour le moment. Non, c'est pas choquant, mais il y a des petits challenges, quoi. Voilà. Ah, il y a Timothée à distance qui demande quel est l'intérêt du track. Mon reporter de questions n'a pas fait son travail. Euh, L'intérêt de track dans les forts, c'est quelque chose qui existe déjà actuellement avec TrackBuy. Ça permet quand tu as une mise à jour de ta liste qui est faite, comme c'est très coûteux de mettre à jour le DOM, on n'a pas envie que la liste soit totalement détruite et recréée. Notamment, si tu as un élément qui est push au début de la liste, bah, ça va faire un décalage et potentiellement le framework qui va se dire ah bah en fait toute ma liste est différente, il faut que je casse tout et que je recrée tout. Là, le track, ça lui permet de faire le lien entre les items existants et les nouveaux items, et donc juste créer là où il y a besoin, ou alors mettre à jour les bons items. Et du coup, c'est juste une question de performance. Je sais pas. Je sais pas si l'outillage est déjà existant. C'est pas déjà le cas pour bah, vu que ça sort le mois prochain, je pense que la communauté VS Code doit bosser activement dessus s'il n'y a pas déjà quelque chose de sorti. Et pour ce qui est JetBrains, je sais pas du tout. Il y a moyen que JetBrains soit plus lent. Je sais pas. Bah, c'est l'open source contre des mecs qui comptent des employés, quoi. Je pense que l'open source est plus fort. Plus réactif, en tout cas.
Oui, c'est vrai, il y a Microsoft qui back VS Code, donc tu as aussi pas mal de personnes payées qui. Ouais. Si c'est bon pour vous, je vous propose de s'arrêter là et de passer au buffet. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous a ravi.